pouvez-vous mettre un like, vous abonner à la chaîne et profiter de cette histoire. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez calmement et laissez le monde s'effacer autour de vous. Ce soir, nous allons voyager dans le temps, vers un homme qui a osé défier l'univers lui-même. Un homme qui a transformé notre façon de voir le ciel. Pas parce qu'il était le plus sage, mais parce qu'il a eu le courage de regarder là où personne n'osait regarder, de poser les questions que personne n'osait poser, de dire la vérité quand le mensonge était plus confortable. Imaginez un instant un monde où la vérité peut vous détruire, où regarder trop attentivement le ciel peut vous conduire en prison, où mesurer, calculer, observer devient un acte de rébellion. C'était le monde de Galileo Galilei. Un monde où le cosmos avait ses lois, et où ces lois ne pouvaient être remises en question. Pourquoi cet homme a-t-il risqué tout ce qu'il possédait pour quelques observations nocturnes? Qu'a-t-il vu dans son télescope qui valait la perte de sa liberté? Comment un simple tube avec des lentilles a-t-il pu ébranler les fondations d'un empire religieux vieux de 1000 ans? Et surtout, pourquoi son combat résonne-t-il encore aujourd'hui, 4 siècles plus tard, comme un avertissement et une promesse? Cette nuit, nous ne raconterons pas seulement l'histoire d'un astronome, nous raconterons l'histoire d'une collision, la collision entre deux mondes. L'ancien monde, celui des certitudes héritées, des manuscrits vénérés, des hiérarchies célestes immuables. Et le nouveau monde, celui de l'observation directe, du doute méthodique, de la mesure précise. Entre ces deux mondes se tenait un homme, ni parfait ni simple, brillant et arrogant, visionnaire et imprudent, courageux et parfois lâche, humain, profondément humain. Avant de rencontrer Galiléo, il faut d'abord comprendre l'univers dans lequel il est né. Un univers qui n'était pas le nôtre. Pour les hommes du XVIe siècle, le cosmos était un lieu ordonné, hiérarchisé, fini. Au centre, immobile et parfaite, se trouvait la Terre. Autour d'elle tournaient 7 sphères cristallines. La Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Et au-delà, la 8e sphère, celle des étoiles fixes, accrochées à une voûte céleste comme des diamants sur du velours noir. C'était un univers petit, on pouvait presque le toucher, un univers rassurant. Chaque chose avait sa place, chaque mouvement avait son sens. Cette vision du monde ne venait pas de nulle part. Elle était l'héritage de 2000 ans de pensée. Aristote, le philosophe grec qui avait vécu au IVe siècle avant notre ère, avait construit un système complet expliquant pourquoi les choses étaient comme elles étaient. Les pierres tombent parce qu'elles cherchent leur place naturelle. En bas, le feu monte parce qu'il cherche sa place naturelle. En haut, les planètes tournent en cercle parfait parce que le cercle est la forme parfaite et que les cieux sont parfaits. Tout était logique, tout était cohérent, tout se tenait. Ptolémée, astronome alexandrin du IIe siècle, avait ajouté les mathématiques à cette vision. Il avait créé un système capable de prédire avec une précision raisonnable les positions des planètes dans le ciel. Son système était complexe. Des épicycles, des déférents, des équants, des cercles sur des cercles sur des cercles. Mais il fonctionnait. Pendant 14 siècles, les astronomes avaient utilisé les tables de Ptolémée. Elles marchaient, elles permettaient de calculer les éclipses, de dresser des calendriers, de naviguer sur les océans. Pourquoi changer ce qui fonctionne? Et puis, il y avait la théologie. Pour l'Église catholique, l'ordre du cosmos reflétait l'ordre divin. Dieu avait créé la terre au centre de l'univers, parce que la terre était le théâtre du salut. C'est ici que le Christ était né, mort et ressuscité. C'est ici que se jouait le destin éternel des âmes. Les cieux tournaient autour de nous comme une immense cathédrale cosmique, chantant la gloire du Créateur. Remettre en question cet ordre, c'était remettre en question le plan divin lui-même. Dans ce monde,
Dans cette Italie du XVIe siècle, naquit un enfant le 15 février 1564. La ville était Pise. La famille portait le nom de Galilei. Le père, Vincenzo, était musicien, pas un simple joueur de luth. Un théoricien, un expérimentateur, un homme qui osait défier les autorités de son domaine. Vincenzo avait prouvé par l'expérience que les anciens Grecs se trompaient sur la musique, que les consonances harmoniques ne dépendèrent pas de rapports numériques mystiques, mais de rapports de fréquences mesurables. Cette méthode, observer, mesurer, défier les autorités établies, le jeune Galiléo l'apprendrait de son père. L'enfance de Galiléo fut celle d'un garçon curieux dans une ville en déclin. Pise avait été grande autrefois. République maritime, puissance commerciale, rivale de Gênes et Venise. Mais Florence l'avait conquise. La tour penchée, déjà inclinée depuis 4 siècles, se dressait comme un monument à une gloire passée. Les rues étaient moins animées qu'avant. Le port s'ensablait lentement. Mais l'université demeurait. Et avec elle, une tradition de savoir. À 11 ans, Galiléo fut envoyé au monastère de Vallombrosa. Là, parmi les moines, il apprit le latin, la logique, la rhétorique. Il envisagea même de devenir religieux. Mais Vincenzo, pragmatique, avait d'autres plans. Un moine ne gagne rien. Un médecin, oui. En 1581, à 17 ans, Galiléo s'inscrivit à l'université de Pise pour étudier la médecine. Il détesta chaque instant. Les professeurs récitaient Galien et Hippocrate comme des prêtres récitent les Écritures. Jamais ils ne disséquaient un corps. Jamais ils ne testaient un remède. Ils enseignaient que le cœur avait 3 chambres parce que Galien l'avait dit. Peu importe ce que montrait l'anatomie réelle. Galiléo s'ennuyait. Il séchait les cours. Il cherchait autre chose. Ce qu'il trouva, ce furent les mathématiques. Par hasard, il assista à une conférence d'Ostilio Ricci, mathématicien de la cour des Médicis. Ricci parlait d'Euclide, de géométrie, de démonstration. Et pour la première fois, Galiléo sentit son esprit s'enflammer. Ici, il n'y avait pas d'autorité arbitraire, seulement la logique pure. Un théorème était vrai ou faux. On pouvait le prouver. Pas besoin de citer un ancien maître. Les mathématiques étaient démocratiques. Elles ne se souciaient pas de votre nom, de votre rang, de votre âge, seulement de la validité de votre raisonnement. En secret, Galiléo commença à étudier Euclide, puis Archimède. Archimède devint son dieu intellectuel. Le Syracusain avait montré comment les mathématiques pouvaient s'appliquer au monde réel. Comment calculer le volume d'une sphère? Comment comprendre les leviers? Comment mesurer la densité? Archimède ne se contentait pas de théories abstraites. Il construisait, il mesurait, il testait. C'était la science que Galiléo voulait faire. Quand Vincenzo découvrit que son fils avait abandonné la médecine pour les mathématiques, il fut dévasté. Les mathématiciens gagnaient une misère, mais il reconnut le talent de Galiléo. Et avec résignation, il accepta. Galiléo quitta l'université en 1585 sans diplôme. Il retourna à Florence. Il avait 21 ans. Pas de revenus, pas de position. Juste un esprit affamé de comprendre. Les années qui suivirent furent difficiles. Galiléo donnait des leçons privées de mathématiques pour survivre. Il étudiait seul. Il réfléchissait aux problèmes que personne n'avait résolus. Comment les corps tombent-ils? Pourquoi un objet flotte-t-il ou coule-t-il? Comment fonctionne une balance? Ces questions semblaient simples, mais personne n'y avait vraiment répondu de manière satisfaisante. En 1586, à 22 ans, Galiléo rédigea un petit traité sur la balance hydrostatique, la bilancetta. C'était un dispositif ingénieux pour mesurer la densité des métaux précieux en utilisant le principe d'Archimède.
Le traité circula parmi les savants italiens. Certains furent impressionnés. Guidobaldo del Monte, un aristocrate mathématicien, devint son mentor. Et grâce à Del Monte, en 1589, Galiléo obtint son premier poste académique, professeur de mathématiques à l'université de Pise. Il avait 25 ans. Le salaire était ridicule, 60 florins par an. Les professeurs de médecine gagnaient 10 fois plus. Les professeurs de philosophie, 5 fois plus. Les mathématiques étaient considérées comme une discipline mineure, utile pour les calculs commerciaux et l'artillerie, mais pas pour comprendre la nature profonde des choses. Cela, c'était le domaine de la philosophie naturelle, qui reposait sur Aristote. Galiléo se retrouva dans un environnement hostile. Ses collègues philosophes, drapés dans leur toge académique, enseignaient Aristote comme une vérité révélée. Il ne faisait jamais d'expérience. Il citait des textes. Quand une observation contredisait Aristote, c'était l'observation qui avait tort, pas Aristote. Galiléo, jeune, arrogant, impatient, ne put s'empêcher de les provoquer. Il commença à critiquer publiquement la théorie aristotélicienne de la chute des corps. Selon Aristote, un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger, proportionnellement à son poids. Une pierre de 10 kg tombe 10 fois plus vite qu'une pierre d'1 kg. Cela semblait logique, mais Galiléo soupçonnait que c'était faux. Il fit des expériences. Pas depuis le sommet de la tour de Pise. Contrairement à la légende, mais avec des plans inclinés, faisant rouler des billes de différentes masses sur des surfaces doucement inclinées. Ce qu'il découvrit était révolutionnaire. En l'absence de résistance de l'air, tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. La différence qu'on observe dans la vie quotidienne, une plume tombant plus lentement qu'une pierre, est due à la résistance de l'air, pas à une différence dans la loi de la chute elle-même. Cette découverte sapait l'un des fondements de la physique aristotélicienne. Elle impliquait que le mouvement ne dépend pas de la nature intrinsèque d'un objet, mais obéit à des lois mathématiques universelles. Galiléo rédigea un manuscrit, De motu, sur le mouvement. Il y attaquait frontalement Aristote. Le manuscrit circula. Ses collègues aristotéliciens furent scandalisés. Comment ce jeune arrogant, ce mathématicien de troisième ordre, osait-il contredire le philosophe Aristote lui-même, dont la sagesse avait été confirmée par 2000 ans de tradition? Les tensions montèrent. Galiléo se fit des ennemis. Et puis, en 1591, son père Vincenzo mourut. Galiléo devint soudainement le chef de famille. Il devait subvenir aux besoins de sa mère, de ses frères et sœurs. Il devait payer les dettes que son père avait laissées. 60 florins par an ne suffisaient pas. Il avait besoin d'un meilleur poste, d'un meilleur salaire. Il chercha ailleurs. En 1592, Galiléo obtint la chaire de mathématiques à l'université de Padoue, dans la République de Venise. Le salaire était de 180 florins, 3 fois ce qu'il gagnait à Pise. Mais surtout, Padoue offrait quelque chose que Pise ne pouvait offrir, la liberté. Venise était fière de son indépendance vis-à-vis de Rome. La Sérénissime, comme on l'appelait, ne laissait pas le pape dicter ses affaires. Cette indépendance s'étendait à l'université. À Padoue, on pouvait penser plus librement qu'ailleurs en Italie. Galiléo arriva à Padoue en septembre 1592. Il avait 28 ans. Les 18 années qu'il allait passer ici seraient, comme il le dira lui-même plus tard, les meilleures années de sa vie. À Padoue, il s'épanouit. Il donna des cours publics qui attiraient des centaines d'étudiants. Sa réputation de professeur brillant se répandit dans toute l'Europe. Des nobles, des princes, des marchands venaient reprendre des leçons privées avec lui. Il gagnait bien sa vie, non seulement grâce à son salaire universitaire, mais aussi grâce aux cours particuliers et à la vente d'instruments scientifiques qu'il fabriquait lui-même. Il rencontra une jeune Vénitienne nommée Marina Gamba. Ils ne se marièrent jamais, mais vécurent ensemble,
Marina lui donna 3 enfants. Virginia en 1600, Livia en 1601, Vincenzo en 1606. Galiléo était heureux. Il avait une famille, un bon travail, la liberté de poursuivre ses recherches. Il continua à travailler sur la mécanique. Il perfectionna sa théorie du mouvement. Il découvrit la loi de la chute des corps. La distance parcourue par un objet en chute libre est proportionnelle au carré du temps écoulé. Il étudia les projectiles, montrant que leur trajectoire était une parabole. Mais c'est en 1604 qu'un événement changea tout. Une nouvelle étoile apparut dans le ciel. Brillante, visible même en plein jour. Elle resta visible pendant plusieurs mois, puis s'effaça lentement. Nous savons aujourd'hui que c'était une supernova. Mais pour les contemporains de Galiléo, c'était un choc. Selon la cosmologie aristotélicienne, les cieux étaient immuables. Les étoiles étaient fixes, éternelles. Elles ne pouvaient ni apparaître ni disparaître. Les philosophes aristotéliciens essayèrent d'expliquer le phénomène. Ce n'était pas une vraie étoile, disaient-ils. C'était un phénomène atmosphérique, quelque chose qui s'était enflammé dans l'air, en dessous de la Lune. Galiléo décida de tester cette hypothèse. Il utilisa la méthode de la parallaxe. Si la nova était proche, dans l'atmosphère terrestre, sa position apparente devrait changer lorsqu'on l'observe depuis des endroits différents. Galiléo effectua des mesures précises. Il ne détecta aucune parallaxe. Cela signifiait que la nova était extrêmement loin, bien au-delà de la Lune, dans la région prétendument immuable des étoiles fixes. Galiléo donna une série de conférences publiques sur la nova à Padoue. Non pas en latin, la langue des érudits, mais en italien, la langue du peuple éduqué. Les salles étaient bondées. Plus de 1000 personnes venaient l'écouter. Il expliqua clairement que la nouvelle étoile prouvait qu'Aristote avait tort. Les cieux n'étaient pas immuables. Ils changeaient. De nouvelles étoiles pouvaient apparaître. Cette affirmation, présentée non pas dans un traité technique accessible seulement aux spécialistes, mais dans des conférences publiques en langue vernaculaire, fit sensation. Elle irrita profondément les philosophes aristotéliciens. Mais elle établit Galiléo comme une voix publique de la science nouvelle. Et puis, en 1608, une nouvelle arriva de Hollande. Des artisans lunetiers avaient découvert qu'en combinant 2 lentilles dans un tube, on pouvait agrandir l'apparence des objets distants. Cette lunette d'approche suscita immédiatement l'intérêt des militaires et des marchands. Imaginez pouvoir voir les navires ennemis bien avant qu'ils n'atteignent le port, ou repérer des troupes à des kilomètres de distance. Galiléo entendit parler de cette invention à l'été 1609. Il n'avait jamais vu l'instrument lui-même, mais les descriptions qu'on lui en fit lui suffirent pour comprendre le principe optique. En quelques jours, il construisit sa propre lunette. Son premier modèle grossissait environ 3 fois, puis 6 fois, puis 8 fois, puis 20 fois, finalement 30 fois. Il perfectionna le polissage des lentilles, expérimenta avec différentes combinaisons, jusqu'à obtenir un instrument bien supérieur à tout ce qui existait. En août 1609, il présenta sa lunette au gouvernement vénitien depuis le sommet du campanile de Saint-Marc. Les sénateurs furent éblouis. Ils pouvaient voir des navires en mer à une distance impossible pour l'œil nu. Les applications militaires et commerciales étaient évidentes. Galiléo, habile négociateur, offrit de céder les droits de fabrication à la République en échange d'une augmentation substantielle de salaire et d'une chaire à vie. Le Sénat accepta avec enthousiasme, doublant son salaire à 1000 florins par an. Mais Galiléo avait déjà une autre idée en tête. Une idée qui allait changer l'histoire de l'astronomie. Si la lunette pouvait grossir les objets terrestres, pourquoi ne pourrait-elle pas grossir les objets célestes ? Pourquoi ne pas tourner cet instrument vers le ciel nocturne et voir ce que personne n'avait jamais vu ? Par une nuit claire de l'automne 1609, Galiléo pointa sa lunette vers la Lune. Ce qu'il vit le stupéfia.
La surface lunaire n'était pas lisse et parfaite comme l'enseignait la tradition. Elle était rugueuse, cratérisée, couverte de montagnes et de vallées. En observant la ligne séparant la partie éclairée de la partie sombre, il vit des points lumineux isolés dans la zone d'ombre. Exactement comme le soleil du matin illumine les sommets des montagnes terrestres avant d'éclairer les vallées. Il mesura même la hauteur de certaines montagnes lunaires et découvrit qu'elles étaient plus hautes que les Alpes. Cette découverte avait des implications philosophiques profondes. Si la Lune ressemblait à la Terre, avec des montagnes et des vallées, alors peut-être que la distinction aristotélicienne entre la région sublunaire imparfaite et la région supralunaire parfaite n'avait aucun fondement. Peut-être que les cieux et la terre étaient refaits de la même matière et obéissaient aux mêmes lois. Galiléo continua ses observations nocturnes avec une excitation croissante. Il tourna sa lunette vers Jupiter et découvrit quelque chose d'encore plus extraordinaire. 4 petits points lumineux alignés près de la planète. La première nuit, il pensa qu'il s'agissait d'étoiles fixes. Mais la nuit suivante, leur position avait changé. Et la nuit d'après, encore. Il observa pendant des semaines, notant méticuleusement leur position. Le schéma devint clair. Ces points n'étaient pas des étoiles. C'étaient des satellites, de petites lunes tournant autour de Jupiter. Exactement comme notre Lune tourne autour de la Terre. Cette découverte était révolutionnaire à plusieurs niveaux. D'abord, elle démontrait de manière irréfutable qu'il existait des centres de rotation multiples dans l'univers. Pas seulement la Terre. Si Jupiter pouvait avoir ses propres lunes, alors pourquoi la Terre ne pourrait-elle pas être elle-même une planète tournant autour du Soleil ? L'argument traditionnel contre Copernic était que si la Terre se déplaçait, elle laisserait la Lune derrière elle. Mais voici que Jupiter se déplaçait manifestement à travers les cieux tout en conservant ses 4 satellites. L'objection était réfutée par l'observation directe. Ensuite, Galiléo tourna sa lunette vers Vénus. Ce qu'il vit changea tout. Vénus montrait des phases, exactement comme la Lune. Parfois, elle apparaissait comme un croissant mince, parfois presque pleine, parfois à moitié illuminée. Dans le système ptoléméen, où Vénus était censée tourner autour de la Terre entre nous et le Soleil, elle devrait toujours apparaître en croissant, puisqu'elle se situait toujours entre nous et le Soleil. Mais Galiléo observait Vénus pleine, ce qui n'était possible que si elle tournait autour du Soleil, pas autour de la Terre. Les phases de Vénus constituaient une preuve directe et observationnelle que le système ptoléméen était faux. Il observa également Saturne, mais sa lunette n'était pas assez puissante pour distinguer clairement les anneaux. Il crut voir 2 protubérances de chaque côté de la planète, ou peut-être 2 satellites. Ce mystère le frustra. Il ne serait résolu que plusieurs décennies plus tard par Christian Huygens. Il observa les taches solaires, ces marques sombres qui apparaissaient et disparaissaient à la surface du Soleil, démontrant une fois de plus que les corps célestes n'étaient ni parfaits ni immuables. Il observa la Voie lactée et découvrit qu'elle n'était pas une brume laiteuse, mais une multitude d'étoiles individuelles, si nombreuses et si serrées qu'elles se fondaient en une lueur continue pour l'œil nu. En mars 1610, Galiléo publia ses découvertes dans un petit livre intitulé « Sidereus Nuncius », le messager céleste. Le livre, écrit en latin pour toucher un public savant international, connut un succès immédiat et retentissant. La première édition se vendit en quelques jours. Les exemplaires circulèrent à travers toute l'Europe. De Prague à Londres, de Paris à Madrid, les savants lisaient avec stupéfaction ce que Galiléo avait vu. Les réactions furent contrastées. Johannes Kepler, en Allemagne, accueillit les découvertes avec enthousiasme. Kepler, qui avait lui-même défendu le système copernicien dans ses propres travaux, écrivit une lettre publique de soutien. Il confirma l'importance des observations et encouragea d'autres astronomes à construire leurs propres lunettes pour vérifier les résultats. Mais d'autres savants
se montrèrent sceptiques. Certains refusèrent littéralement de regarder à travers la lunette. L'instrument créait des illusions optiques, disait-il. Les satellites de Jupiter n'existaient pas réellement. Comment pouvait-on faire confiance à un simple tube de métal et de verre ? Cette résistance n'était pas entièrement irrationnelle. Les lentilles de l'époque n'étaient pas parfaites. Elles produisaient des aberrations chromatiques, des distorsions. Quand on regardait des objets terrestres à travers la lunette, on pouvait vérifier ce qu'on voyait en s'approchant de l'objet. Mais pour les objets célestes, il n'y avait pas de vérification indépendante possible. Il fallait faire confiance à l'instrument. Et faire confiance à un instrument nouveau, dont on ne comprenait pas entièrement le fonctionnement optique, était difficile pour beaucoup. Galiléo nomma les 4 satellites de Jupiter les astres médicéens. Medicea Sidera, en l'honneur de Cosme de Médicis, le jeune grand-duc de Toscane. C'était un geste politique habile. Galiléo espérait obtenir un poste à la cour médicéenne à Florence. Un poste qui lui offrirait plus de prestige, plus de liberté pour ses recherches, et surtout le titre de mathématicien et philosophe du grand-duc. Pas seulement mathématicien. Le titre de philosophe était important. Il signifiait qu'on lui reconnaissait le droit de parler de la nature du monde, pas seulement de calculer des positions planétaires. Sa stratégie fonctionna. En septembre 1610, Cosme II offrit à Galiléo exactement le poste qu'il désirait. Mathématicien et philosophe du grand-duc de Toscane. Un salaire confortable, pas d'obligation d'enseignement, la liberté totale de poursuivre ses recherches. Galiléo accepta immédiatement. Il quitta Padoue et retourna en Toscane. Ce départ marqua la fin de ses années heureuses. Ses amis vénitiens l'avertirent qu'il commettait une erreur. « À Venise, lui dirent-ils, vous êtes protégé par la République, par ses traditions de liberté intellectuelle. En Toscane, sous la tutelle directe des Médicis et à proximité de Rome, vous serez plus exposé aux pressions de l'Église. » Galiléo ne tint pas compte de ces avertissements. Il avait 46 ans, une renommée européenne, le soutien du grand-duc, et la certitude d'avoir révélé des vérités fondamentales sur l'univers. Il ne pouvait pas imaginer les épreuves qui l'attendaient. Les premières années à Florence furent néanmoins gratifiantes. Galiléo jouissait d'un statut confortable et d'une liberté de recherche totale. Il vivait dans une villa à Bellosguardo, une colline surplombant Florence, où il avait installé son atelier et ses instruments. Ses filles, Virginia et Livia, furent placées au couvent de San Matteo à Arcetri, juste à l'extérieur de Florence. C'était une décision douloureuse, mais pragmatique. En tant que filles illégitimes, leurs chances de faire un bon mariage étaient minces, et Galiléo ne pouvait pas se permettre de constituer des dots substantielles. La vie religieuse offrait une respectabilité et une sécurité. Virginia, qui prit le nom de sœur Maria Céleste, développa une relation épistolaire profonde avec son père. Ses lettres révèlent une jeune femme intelligente, affectueuse et profondément dévouée. Elle s'inquiétait pour sa santé, lui envoyait des remèdes, des douceurs, des mots de réconfort. Leur correspondance est l'un des documents les plus touchants de l'histoire de la science. En 1611, Galiléo visita Rome pour la première fois depuis ses découvertes télescopiques. Ce voyage fut un triomphe. Il fut reçu avec tous les honneurs par les plus grands savants et prélats de la ville éternelle. Le prince Federico Cesi, fondateur de l'Accademia dei Lincei, l'Académie des Lynx, la première société scientifique moderne, l'accueillit comme membre. Le pape Paul V lui accorda une audience. Les cardinaux et les prélats voulurent voir par eux-mêmes ce que la lunette révélait. Lors d'une soirée organisée au palais du Quirinal, Galiléo donna une démonstration. Les dignitaires de l'Église purent observer les satellites de Jupiter, les montagnes lunaires, les étoiles de la Voie lactée. Certains furent émerveillés, d'autres troublés, mais aucun ne contesta ouvertement la réalité de ces observations. Les astronomes jésuites du Collegio Romano,
l'institution académique la plus prestigieuse de Rome, confirmèrent officiellement les découvertes de Galiléo. Oui, Jupiter avait des satellites. Oui, la Lune avait des montagnes. Oui, Vénus montrait des phases. Mais cette confirmation s'accompagnait d'une réserve cruciale. Les jésuites confirmaient les observations, mais restaient prudents quant à leur interprétation. Observer des satellites autour de Jupiter ne prouvait pas que la Terre tournait autour du Soleil. Observer des phases de Vénus démontrait que le système ptoléméen pur était faux, mais ne prouvait pas que le système copernicien était vrai. Il existait une troisième possibilité, le système de Tycho Brahe, dans lequel la Terre restait immobile au centre. Le Soleil tournait autour de la Terre et toutes les autres planètes tournaient autour du Soleil. Ce système pouvait expliquer toutes les observations de Galiléo tout en conservant la Terre immobile. Galiléo, enthousiasmé par l'accueil qu'il recevait et par la confirmation de ses observations, commença à promouvoir ouvertement le système copernicien. Dans ses lettres, dans ses conversations, lors de dîners avec des cardinaux et des princes, il argumentait que les observations télescopiques confirmaient l'héliocentrisme. Il était convaincu que l'Église finirait par accepter cette nouvelle vision du cosmos une fois qu'elle comprendrait que les Écritures devaient être interprétées allégoriquement en matière de philosophie naturelle. Cette confiance se révélerait tragiquement mal placée. Galiléo ne saisissait pas pleinement le climat religieux de l'époque. L'Église catholique était engagée dans une lutte existentielle contre la réforme protestante. Les protestants avaient accusé l'Église d'avoir trahi les Écritures. En réponse, le Concile de Trente avait réaffirmé que seule l'Église avait l'autorité pour interpréter correctement la Bible. Dans ce contexte, tout ce qui semblait contredire l'interprétation traditionnelle des Écritures était suspect. Les premiers signes de problème apparurent en 1613. Un dominicain florentin nommé Niccolo Lorini prononça un sermon dans lequel il attaqua indirectement les mathématiciens qui osaient contredire les Écritures. Puis, en décembre 1613, lors d'un petit déjeuner à la cour des Médicis, un autre dominicain, Tommaso Caccini, engagea une dispute avec Benedetto Castelli, un élève et ami de Galiléo, sur la compatibilité du système copernicien avec les Écritures. Christine de Lorraine, la grande duchesse mère de Toscane, femme pieuse et cultivée, fut troublée par cette conversation. Elle écrivit à Castelli pour demander des éclaircissements. Castelli transmit la lettre à Galiléo, qui décida de répondre directement. En décembre 1613, il rédigea une longue lettre à Castelli dans laquelle il exposait sa position sur les rapports entre science et écriture. Cette lettre, qu'il réviserait et amplifierait l'année suivante pour en faire la célèbre lettre à la grande duchesse Christine, contient l'exposé le plus complet de sa philosophie sur ce sujet. Galiléo y argumentait que la Bible et la nature étaient toutes deux des œuvres de Dieu et ne pouvaient donc se contredire. Mais la Bible avait été écrite pour le salut des âmes, pas pour enseigner l'astronomie. Son langage était adapté à la compréhension du peuple ordinaire et utilisait le langage commun des apparences. Quand la Bible disait que le soleil s'arrêta pour Josué, elle parlait selon les apparences, comme nous disons tous que le soleil se lève et se couche. La nature, en revanche, était inexorable et immuable, indifférente au fait que ces raisons cachées fussent ou non accessibles à la compréhension humaine. Lorsqu'une démonstration scientifique certaine contredisait une interprétation littérale de l'écriture, c'était l'interprétation qui devait être révisée, pas la science. Cette position, bien que raisonnable d'un point de vue logique, était dangereuse sur le plan théologique. Galiléo, un laïc sans formation théologique formelle, prétendait dicter à l'Église comment interpréter les Écritures. Pire encore, il affirmait que la science pouvait forcer l'Église à réviser son interprétation. Dans le climat post-tridentin, c'était joué avec le feu. En février 1615, le père Caccini alla plus loin. Il se rendit à Rome et témoigna devant l'Inquisition contre Galiléo.
Il l'accusa non seulement de défendre l'héliocentrisme, mais aussi de tenir des propos suspects sur d'autres questions théologiques. L'Inquisition ouvrit une enquête. D'autres témoins furent interrogés. La lettre de Galiléo à Castelli circulait maintenant largement sous forme manuscrite et fut soumise à l'examen des théologiens. Galiléo apprit ce qui se tramait à Rome et décida de prendre les devants. En décembre 1615, malgré les avertissements de ses amis, il se rendit à Rome pour défendre sa cause. Il était convaincu qu'il pourrait convaincre les autorités ecclésiastiques de la justesse de sa position. Il avait des amis influents, des cardinaux sympathiques, et surtout, il avait les observations télescopiques qui, pensait-il, parlaient d'elles-mêmes. Mais il avait mal jugé la situation. L'Inquisition demanda au Saint-Office d'examiner 2 propositions. Premièrement, que le Soleil est au centre du monde et totalement immobile de mouvement local. Deuxièmement, que la Terre n'est pas le centre du monde et n'est pas immobile, mais se meut entière d'elle-même et aussi d'un mouvement diurne. Le 24 février 1616, les consulteurs théologiques rendirent leur verdict. La première proposition, l'immobilité du Soleil au centre, fut jugée absurde et formellement hérétique, car expressément contraire aux saintes écritures selon leur sens propre et l'interprétation commune des pères et des docteurs. La seconde proposition, le mouvement de la Terre, fut jugée mériter la même censure en philosophie, et du point de vue théologique, au moins erronée dans la foi. Cette décision était désastreuse. Le système copernicien était officiellement condamné comme contraire aux Écritures. Le 5 mars 1616, la congrégation de l'Index publia un décret suspendant le livre de Copernic, De Revolutionibus, jusqu'à ce qu'il fût corrigé. Quelques autres livres défendant ouvertement l'héliocentrisme furent interdits complètement. Le cardinal Roberto Bellarmino, le plus éminent théologien de l'époque et conseiller du pape Paul V, convoqua Galiléo. Bellarmino était un homme intelligent et cultivé, pas un obscurantiste obtus. Il comprenait la force des arguments de Galiléo et admirait ses observations. Mais il était aussi un fervent défenseur de l'autorité ecclésiastique et un vétéran de la lutte contre le protestantisme. Il expliqua à Galiléo que tant qu'il n'existait pas de preuves démonstratives du mouvement de la Terre, l'interprétation traditionnelle des Écritures devait prévaloir. Si une telle preuve était un jour apportée, alors l'Église réviserait son interprétation. Mais pas avant. Bellarmino ordonna à Galiléo d'abandonner l'opinion copernicienne et de ne plus l'enseigner ni la défendre de quelque manière que ce soit, ni oralement, ni par écrit. Galiléo acquiesça. Il n'avait pas le choix. Refuser aurait signifié l'accusation formelle d'hérésie avec toutes ses conséquences terribles. Bellarmino lui délivra un certificat attestant qu'il n'avait pas été obligé d'abjurer ni de faire pénitence. Simplement qu'on lui avait notifié la décision de la congrégation de l'Index. Ce document serait crucial 16 ans plus tard. Galiléo retourna à Florence en juin 1616, amer et désillusionné. Toutes ces découvertes, toutes ces observations n'avaient pas suffi. L'Église avait choisi de privilégier une lecture littérale des Écritures sur les évidences empiriques. Il ne comprenait pas cette décision. Comment l'Église pouvait-elle ignorer ce que le télescope révélait si clairement? Comment pouvait-elle s'accrocher à un système astronomique manifestement faux? Ce qu'il ne saisissait peut-être pas pleinement, c'était que la question n'était pas simplement astronomique ou philosophique. C'était une question de pouvoir et d'autorité. Qui avait le droit de dire la vérité? Les savants avec leurs instruments et leurs calculs, ou l'Église avec ses écritures et ses traditions? Accepter que les savants puissent forcer l'Église à réinterpréter la Bible aurait créé un précédent dangereux. Si l'Église se trompait sur le mouvement de la Terre, sur quoi d'autre se trompait-elle? Cette question hantait les théologiens catholiques dans leur lutte contre le protestantisme. Pendant les années qui suivirent, Galiléo observa un silence prudent sur la question copernicienne, mais il ne cessa pas de travailler. Il poursuivit ses observations astronomiques
ses études sur le magnétisme, ses recherches sur les comètes. Il réfléchissait également à la mécanique et à la physique du mouvement, domaine où il pouvait travailler sans entrer en conflit direct avec les autorités théologiques. En 1618, 3 comètes apparurent dans le ciel, suscitant un débat passionné parmi les astronomes. Un jésuite du Collegio Romano, Orazio Grassi, publia un traité sur les comètes dans lequel il défendait l'opinion que ces corps célestes se déplaçaient dans la région supralunaire. Galiléo, qui n'avait pas pu observer les comètes lui-même à cause d'une maladie, répondit à travers son élève Mario Guiducci avec un discours lu à l'Accademia Fiorentina. La controverse s'intensifia lorsque Grassi publia une réplique sous le pseudonyme de Lotario Sarsi. Galiléo décida alors de répondre de manière plus substantielle. En 1623, il publia Il Saggiatore, l'essayeur, un chef-d'œuvre de polémique scientifique écrit dans un italien élégant et mordant. Dans ce livre, il ne se contentait pas de réfuter les arguments de Grassi sur les comètes. Il exposait sa méthode scientifique et sa conception de la philosophie naturelle. C'est dans Il Saggiatore que se trouve la célèbre métaphore du livre de la nature. La philosophie, écrivait Galiléo, est écrite dans ce vaste livre qui est continuellement ouvert devant nos yeux. Je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques, sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Cette vision d'une nature régie par des lois mathématiques, déchiffrables par l'observation et l'expérimentation, était révolutionnaire. Elle plaçait les mathématiques au cœur de la physique, rejetant l'approche qualitative aristotélicienne au profit d'une approche quantitative. Elle affirmait également l'autonomie de la philosophie naturelle vis-à-vis de la théologie. La nature avait sa propre logique, sa propre langue, et seuls ceux qui maîtrisaient cette langue pouvaient faire la comprendre. Il Saggiatore fut dédié au nouveau pape, Urbain VIII, élu en 1623. Urbain VIII n'était autre que Maffeo Barberini, l'ancien cardinal ami de Galiléo. Cette élection remplit Galiléo d'espoir. Enfin, pensait-il, un pape cultivé, ouvert aux sciences, qui comprendrait l'importance de ses travaux et peut-être réviserait la condamnation de 1616. En effet, Urbain VIII accueillit Il Saggiatore avec faveur. Le livre fut lu au pape pendant ses repas, et il exprima son appréciation pour l'esprit brillant de l'auteur. Encouragé, Galiléo se rendit à Rome au printemps 1624 pour une série d'audiences avec le pape. Les rencontres furent cordiales. Urbain VIII offrit des cadeaux à Galiléo et écrivit une lettre élogieuse au grand-duc de Toscane, vantant les mérites de son mathématicien. Mais quand Galiléo aborda la question copernicienne, le pape se montra plus réservé. Il ne révoqua pas le décret de 1616. Toutefois, il laissa entendre que Galiléo pouvait écrire sur le système copernicien à condition de le présenter comme une hypothèse mathématique plutôt que comme une vérité physique. Tant que Galiléo traitait le copernicisme comme un modèle de calcul utile, pas comme une description de la réalité, il n'y aurait pas de problème. C'était une ouverture, certes limitée, mais une ouverture néanmoins. Galiléo rentra à Florence avec l'intention de rédiger un grand ouvrage comparant les deux systèmes du monde, le ptoléméen et le copernicien. Il y travaillerait pendant les 6 années suivantes. Ce livre, qui deviendrait le célèbre Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, dialogue sur les 2 grands systèmes du monde, serait à la fois son chef-d'œuvre et la cause de sa perte. Pendant ces années de rédaction, Galiléo dut faire face à de nombreuses difficultés personnelles. Sa santé, jamais robuste, se détériorait. Il souffrait d'arthrite, de hernie, d'insomnie. Sa fille bien-aimée, sœur Maria Céleste, le soutenait du mieux qu'elle pouvait depuis son couvent, lui envoyant des remèdes, des douceurs, des lettres réconfortantes. Leur correspondance révèle une relation d'une tendresse extraordinaire,
une complicité intellectuelle et affective rare entre un père et sa fille à cette époque. Le dialogue était structuré comme une conversation entre 3 personnages se déroulant sur 4 journées. Salviati représentait la position copernicienne et exprimait généralement les vues de Galiléo lui-même. Sagredo était un patricien vénitien intelligent et ouvert d'esprit qui posait des questions et arbitrait la discussion. Simplicio, dont le nom évoquait malheureusement la simplicité d'esprit, défendait la position aristotélicienne et ptoléméenne. Au fil des 4 journées, Salviati démontrait méthodiquement les faiblesses du système géocentrique et les forces du système héliocentrique, tandis que Simplicio opposait les objections traditionnelles qui étaient réfutées une à une. L'ouvrage était écrit en italien, et non en latin, ce qui signifiait qu'il visait un public éduqué, mais pas nécessairement académique. C'était un choix délibéré. Galiléo voulait convaincre non seulement les professeurs d'université, mais aussi les nobles, les marchands, les artisans cultivés, tous ceux qui pouvaient lire et penser par eux-mêmes. Le style était vivant, spirituel, parfois ironique. Les arguments étaient présentés avec clarté et force persuasive. Galiléo exposait notamment le principe de relativité du mouvement, démontrant que le mouvement ne peut être détecté que par rapport à un point de référence extérieur. Un observateur dans la cabine fermée d'un navire voguant régulièrement ne peut déterminer par aucune expérience mécanique si le navire est en mouvement ou immobile. De même, nous ne sentons pas le mouvement de la Terre, parce que nous partageons ce mouvement. Cette intuition géniale, qui préfigurait les travaux de Newton et même d'Einstein, réfutait l'objection la plus commune contre le mouvement terrestre. Il discutait également des marées, proposant qu'elles étaient causées par le mouvement de la Terre, combinaison de sa rotation quotidienne et de sa révolution annuelle autour du Soleil. Cette explication était en fait erronée. Les marées sont causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Mais Galiléo ne disposait pas encore du concept de gravitation universelle. Le manuscrit fut achevé en janvier 1630. Restait maintenant à obtenir l'approbation ecclésiastique nécessaire pour la publication. Galiléo se rendit à Rome pour soumettre le texte à la censure. Le maître du Sacré Palais, Niccolò Riccardi, un dominicain surnommé le Padre Mostro à cause de sa corpulence, était chargé de l'examen. Riccardi était un ami de Galiléo et admirait son génie, mais il était aussi conscient de la sensibilité de la question copernicienne. Après de longs mois d'attente et de négociations, après plusieurs révisions et ajouts, Riccardi finit par accorder son imprimatur en juin 1631. Le livre pouvait être publié à condition que certaines modifications soient apportées, notamment une préface et une conclusion soulignant que le système copernicien était présenté comme une hypothèse mathématique et non comme une vérité physique. Le dialogue fut publié à Florence en février 1632. Le succès fut immédiat. Les exemplaires se vendirent rapidement. Les savants de toute l'Europe se procurèrent le livre et le discutèrent avec passion. Certains, les coperniciens convaincus, y virent la démonstration décisive qu'ils attendaient. D'autres, les aristotéliciens et les conservateurs théologiques, furent scandalisés. Malgré les précautions formelles de la préface et de la conclusion, il était évident que Galiléo défendait véritablement le système copernicien, pas simplement comme une hypothèse commode, mais comme une description réelle de l'univers. Pire encore, le personnage de Simplicio, le défenseur maladroit de la position aristotélicienne, était perçu par beaucoup comme une caricature insultante. Les ennemis de Galiléo insinuèrent que Simplicio représentait le pape lui-même. En effet, l'argument final que Simplicio présentait dans le dialogue, sur l'omnipotence divine qui rend toutes les explications humaines hypothétiques, était précisément l'argument qu'Urbain VIII avait utilisé dans ses conversations avec Galiléo. Placer cet argument dans la bouche du personnage le moins brillant du dialogue pouvait être interprété comme une moquerie du pape. Il est impossible de savoir si Galiléo avait intentionnellement voulu ridiculiser Urbain VIII.
C'était un homme fier et parfois imprudent, capable d'ironie mordante envers ses adversaires intellectuels. Mais insulter délibérément le pape aurait été une folie suicidaire. Plus probablement, Galiléo n'avait pas réalisé comment son texte pourrait être perçu. Il avait construit Simplicio comme un type littéraire, le défenseur traditionnel d'une position dépassée, sans penser que des lecteurs malveillants pourraient y voir une attaque personnelle contre le souverain pontife. Quoi qu'il en soit, le mal était fait. À l'été 1632, des exemplaires du dialogue parvinrent à Rome. Les ennemis de Galiléo, et il en avait de nombreux parmi les jésuites, les dominicains et les philosophes aristotéliciens, virent leur chance. Ils portèrent plainte auprès de l'Inquisition, accusant Galiléo d'avoir violé l'interdiction de 1616 en défendant ouvertement l'héliocentrisme. Urbain VIII, qui se sentait trahi et ridiculisé, tourna le dos à son ancien ami. Le pape, par ailleurs engagé dans les complexités diplomatiques de la guerre de 30 ans et critiqué pour sa politique pro-française, ne pouvait se permettre de paraître faible face à l'hérésie. En août 1632, il ordonna que la vente du dialogue soit suspendue et qu'une commission spéciale examine l'affaire. La commission découvrit dans les archives du Saint-Office un document daté du février 1616 qui semblait aggraver considérablement la situation de Galiléo. Selon ce document, lors de la rencontre avec le cardinal Bellarmino, non seulement Galiléo avait été averti de la décision sur Copernic, mais il lui avait été formellement ordonné de ne pas tenir, enseigner ou défendre d'aucune manière, ni oralement, ni par écrit, la doctrine copernicienne, sous peine de procédure inquisitoriale. Si ce document était authentique, alors Galiléo avait violé un ordre direct de l'Inquisition en publiant le dialogue. L'authenticité de ce document est controversée. Il manque certaines signatures officielles qui devraient normalement s'y trouver. Il est possible qu'il ait été falsifié ou manipulé par les ennemis de Galiléo. Mais il est aussi possible qu'il soit authentique et que, lors de la rencontre de 1616, après l'avertissement officiel de Bellarmino, un commissaire de l'Inquisition ait prononcé cette interdiction plus stricte. Galiléo avait conservé le certificat de Bellarmino, qui ne mentionnait pas cet ordre rigoureux. Mais face aux documents des archives, ce certificat ne suffisait plus. En septembre 1632, l'Inquisition ordonna à Galiléo de se présenter à Rome pour y être jugé. Galiléo, maintenant âgé de 68 ans, malade et fatigué, supplia d'être dispensé du voyage. Il fit valoir son grand âge, sa santé précaire, la peste qui sévissait entre la Toscane et Rome et rendait les déplacements dangereux. Mais l'Inquisition fut inflexible. S'il ne venait pas volontairement, il serait amené enchaîné. En janvier 1633, Galiléo entreprit donc le pénible voyage vers Rome. Il fut logé non pas dans les prisons de l'Inquisition, mais dans l'appartement de l'ambassadeur toscan au Vatican. Un signe que malgré tout, sa position et son âge lui valèrent certains égards. Néanmoins, il était formellement prisonnier, interdit de sortir, en attente de son procès. Le procès commença en avril 1633. Galiléo comparut à 4 reprises devant les commissaires du Saint-Office. Les interrogatoires étaient menés avec une courtoisie formelle, mais la menace était toujours présente. L'Inquisition avait le pouvoir d'utiliser la torture pour extraire la vérité. Bien qu'en raison de son âge et de son statut, il soit improbable que cette menace soit mise à exécution contre Galiléo, la simple possibilité suffisait à créer une pression psychologique énorme. Les questions tournaient autour de 2 points principaux. Premièrement, avait-il ou non violé l'interdiction de 1616 en publiant le dialogue? Deuxièmement, avait-il demandé l'imprimature de manière frauduleuse en ne révélant pas pleinement l'existence de cette interdiction? Galiléo se défendit avec habileté. Il affirma qu'il n'avait jamais eu l'intention de défendre le système copernicien dans le dialogue, qu'il l'avait présenté comme une hypothèse,
ainsi que le lui permettait la permission papale. Si le texte donnait l'impression contraire, c'était involontaire, le résultat de son talent littéraire et de son habitude de présenter les arguments de manière convaincante. Quant à l'ordre de 1616, il ne se souvenait d'aucune interdiction aussi stricte que celle mentionnée dans le document des archives. Il produisit le certificat de Bellarmino, qui ne parlait que d'une notification de la décision de la congrégation. Cette défense était ingénieuse, mais pas entièrement crédible. Il était évident pour quiconque lisait le dialogue que Galiléo défendait réellement le système copernicien. La structure même du livre, avec Salviati réfutant systématiquement tous les arguments de Simplicio, ne laissait aucun doute sur les convictions de l'auteur. Les commissaires ne furent alors pas dupes. Après plusieurs semaines de délibération, de consultation, de négociations en coulisses, un verdict fut prononcé. Galiléo était jugé véhémentement suspect d'hérésie pour avoir tenu et cru une doctrine fausse et contraire aux Saintes Écritures, à savoir que le Soleil est au centre du monde et immobile, et que la Terre se meut. Il était condamné à abjurer solennellement cette doctrine, et son livre était interdit. De plus, il était condamné à la prison formelle de l'Inquisition pour une durée indéterminée, bien que cette peine pût être commuée selon le bon vouloir du tribunal. Le 22 juin 1633, dans la salle conventuelle du couvent dominicain de Santa Maria sopra Minerva, Galiléo, vêtu de la robe blanche du pénitent, s'agenouilla devant les cardinaux inquisiteurs. D'une voix claire, il lut la formule d'abjuration qu'on lui avait préparée. Il jurait qu'il avait toujours cru et croirait toujours tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique tient, prêche et enseigne. Il reconnaissait avoir été jugé véhémentement suspect d'hérésie pour avoir tenu et cru que le Soleil est le centre du monde et immobile, et que la Terre n'est pas le centre et se meut. Il abjurait, maudissait et détestait ses erreurs et hérésies. C'était une humiliation publique terrible pour un homme qui avait passé sa vie à chercher la vérité. Galiléo avait 69 ans. Il était malade, épuisé, brisé. Il avait perdu. L'Église avait parlé. Et lui, le grand Galileo Galilei, mathématicien et philosophe du grand-duc de Toscane, membre de l'Accademia dei Lincei, celui qui avait vu ce que personne n'avait jamais vu, devait renier publiquement ce qu'il savait être vrai. La légende veut qu'en se relevant, il ait murmuré entre ses dents « Est pure si muove », et pourtant elle bouge. Cette phrase célèbre n'apparaît dans aucun document contemporain. Elle fut rapportée pour la première fois plus d'un siècle après sa mort. Historiquement, elle est presque certainement apocryphe, mais peu importe. Elle est devenue partie du mythe de Galiléo, symbole de la résistance de l'esprit scientifique face à l'autorité dogmatique, affirmation silencieuse que la vérité demeure même quand on la force à se taire. La sentence de prison fut immédiatement commuée en assignation à résidence. Galiléo ne retourna jamais dans les geôles de l'Inquisition. Il fut d'abord confiné à la Villa Médici à Rome, puis autorisé à séjourner chez l'archevêque Ascanio Piccolomini à Sienne. Piccolomini, loin d'être un geôlier sévère, était un admirateur de Galiléo. Il le traita avec honneur, l'encouragea, lui remonta le moral. Après plusieurs mois à Sienne, en décembre 1633, Galiléo fut autorisé à retourner dans sa maison d'Arcetri, près de Florence, où il passerait le reste de ses jours sous surveillance constante. Les conditions de son assignation étaient strictes. Il ne pouvait recevoir de visiteurs sans autorisation préalable. Il ne pouvait enseigner, il ne pouvait publier. Il devait réciter une fois par semaine les 7 psaumes de pénitence. Cette dernière obligation fut rapidement transférée à sa fille, sœur Maria Céleste, qui accepta de réciter les psaumes à la place de son père. Les premières années à Arcetri furent les plus sombres de sa vie. Non seulement il était prisonnier, mais en avril 1634, sœur Maria Céleste mourut soudainement à l'âge de 33 ans. Cette perte
fut dévastatrice pour Galiléo. Sa fille avait été son plus grand réconfort, sa correspondante la plus fidèle, celle qui comprenait mieux que quiconque sa souffrance. Dans les lettres qu'elle lui avait écrites au cours des années précédentes, elle l'avait soutenue, encouragée, soignée à distance avec une tendresse infinie. Maintenant, elle était partie et lui restait seule. Pendant des mois, Galiléo sombra dans la dépression. Il envisagea la mort. Il avait 70 ans. Sa santé se détériorait rapidement. Sa vue commençait à faiblir. À quoi bon continuer ? Mais lentement, presque malgré lui, l'instinct du savant reprit le dessus. Il avait encore des choses à dire, des découvertes à communiquer, des travaux inachevés à compléter. Il retourna à ses premières amours, la mécanique et le mouvement. Toutes ces années passées à défendre Copernic, à observer les étoiles, à se battre avec les théologiens avaient éclipsé ses travaux fondamentaux en physique. Mais maintenant, interdit d'astronomie, assigné à résidence, il pouvait se concentrer sur ce qui l'avait toujours fasciné le plus profondément, comprendre les lois du mouvement des corps. Il commença à rédiger un nouveau livre, structuré comme le dialogue en conversation entre les mêmes trois personnages, Salviati, Sagredo et Simplicio. Mais cette fois, le sujet n'était pas la controverse cosmologique, c'était la science du mouvement, la résistance des matériaux, la chute des corps, les projectiles, les pendules. Ce livre s'appellerait Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles. Il y travailla pendant plusieurs années, aidé par des élèves fidèles, notamment Vincenzo Viviani et Evangelista Torricelli, qui venaient le visiter malgré les interdictions. Le manuscrit fut achevé vers 1637. Mais comment le publier ? L'Inquisition ne permettrait jamais la publication d'un nouveau livre de Galiléo en Italie. Il fallait trouver une voie détournée. Heureusement, la République hollandaise, protestante et indépendante, était hors de portée de l'Inquisition romaine. Les élèves de Galiléo firent parvenir le manuscrit à Louis Elsevier, un éditeur réputé de Leyde. En 1638, les Discorsi furent publiés en Hollande. Des exemplaires parvinrent clandestinement en Italie et circulèrent parmi les savants. Ce livre, bien moins célèbre que le dialogue, est pourtant d'une importance scientifique bien plus grande. C'est dans les Discorsi que Galiléo expose systématiquement sa nouvelle science du mouvement, posant les fondations de ce qui deviendrait la mécanique classique. Il y formule précisément la loi de la chute des corps, démontrant mathématiquement que la distance parcourue est proportionnelle au carré du temps. Il analyse le mouvement des projectiles, montrant que leur trajectoire est une parabole. Il étudie la résistance des poutres et des structures, créant la science de la résistance des matériaux. Plus fondamentalement, il établit la méthode qui permettra à Newton, quelques décennies plus tard, de formuler les lois du mouvement et la loi de la gravitation universelle. Galiléo démontre qu'on peut soumettre les phénomènes naturels à l'analyse mathématique, qu'on peut formuler des lois précises, quantitatives, prédictives. La nature n'est pas un chaos d'accidents et de hasards, ni un organisme vivant et intentionnel. Elle est un système régi par des lois mathématiques que l'esprit humain peut découvrir. Mais au moment où les Discorsi furent publiés, Galiléo était déjà aveugle. En 1637, sa vue, qui avait toujours été fragile, commença à se détériorer rapidement. Il développa une cataracte aux deux yeux, probablement aggravée par les années d'observation du soleil à travers ses lunettes. En 1638, il perdit complètement la vue. L'homme qui avait vu plus loin que quiconque avant lui, qui avait observé les montagnes de la Lune, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, ne voyait plus rien. L'ironie était cruelle. Galiléo lui-même la ressentait profondément. Dans une lettre à un ami, il écrivait que le ciel, ce monde et cet univers,
que par mes observations et mes démonstrations j'avais élargi 100 et 1000 fois au-delà de ce qui avait été communément vu par les sages de tous les âges passés, est, maintenant pour moi, tellement rétréci et limité qu'il n'occupe plus d'espace que celui occupé par mon propre corps. Pourtant, même aveugle, il continuait de penser, de discuter, de dicter ses idées à ses élèves. Il réfléchissait à l'application de son pendule à l'horlogerie, concevant un mécanisme d'échappement qui permettrait de construire des horloges plus précises. Cette idée serait développée après sa mort par son fils et par Christian Huygens, qui construisit la première horloge à pendule en 1656. Il recevait des visiteurs malgré les interdictions. Des savants venaient en pèlerinage pour rencontrer le vieux maître. Thomas Hobbes vint le voir. John Milton, le futur auteur du Paradis perdu, lui rendit visite et fut profondément impressionné. Dans le Paradis perdu, Milton mentionnerait Galiléo et sa lunette dans une célèbre comparaison cosmique. Les dernières années furent marquées par la souffrance physique. Outre la cécité, Galiléo souffrait d'insomnie chronique, d'arthrite douloureuse, de hernie, de problèmes rénaux. Il était soigné par son fils Vincenzo et par ses élèves dévoués. Il gardait néanmoins une certaine sérénité, résigné à son sort, mais pas désespéré. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il avait vu ce qu'il devait voir. Il avait écrit ce qu'il devait écrire. Galileo Galilei mourut à Arcetri le 8 janvier 1642, à l'âge de 77 ans. Il était entouré de ses élèves Viviani et Torricelli et de son fils Vincenzo. Ces derniers mots ne nous sont pas parvenus. Peut-être n'y en eut-il pas. Peut-être mourut-il dans son sommeil, ce sommeil qu'il avait tant cherché pendant ses nuits d'insomnie. Le grand-duc Ferdinand II de Médicis voulait lui ériger un monument funéraire grandiose dans la basilique Santa Croce à Florence, le panthéon des gloires toscanes où reposaient déjà Michel-Ange et Machiavel. Mais le pape Urbain VIII fit savoir qu'une telle commémoration serait inappropriée pour un homme condamné par l'Inquisition. Galiléo fut donc enterré discrètement dans une petite chapelle latérale de Santa Croce, sans monument ni inscription élaborée. Ce n'est qu'en 1737, près d'un siècle après sa mort, que ses restes furent transférés dans un mausolée digne de sa grandeur, en face de celui de Michel-Ange. Lors de ce transfert, un admirateur enthousiaste préleva 3 doigts et une vertèbre du corps de Galiléo comme des reliques. Ces reliques circulèrent pendant des décennies, furent perdues, puis redécouvertes au XXIe siècle. Aujourd'hui, l'un de ses doigts, le majeur de sa main droite, celui qu'il pointait vers le ciel pour observer les étoiles, est exposé au musée Galiléo à Florence, dans un reliquaire de verre et de cristal, pointé vers le haut pour l'éternité, comme un symbole du geste de défi qu'il avait incarné. Après la mort de Galiléo, ses œuvres restèrent à l'index des livres interdits. Les catholiques ne pouvaient les lire sans permission spéciale. Son nom devint synonyme du conflit entre science et religion, entre raison et autorité. Les protestants, ironiquement, utilisèrent l'affaire Galiléo comme une arme polémique contre le catholicisme, preuve de l'obscurantisme romain, bien que leurs propres théologiens eussent rejeté Copernic avec la même véhémence. Mais la vérité qu'il avait défendue ne pouvait être supprimée. D'autres astronomes poursuivirent ses observations. Giovanni Domenico Cassini découvrit 4 satellites supplémentaires de Saturne. Christian Huygens résolut l'énigme des anneaux de Saturne que Galiléo n'avait pu identifier. Isaac Newton, né l'année même de la mort de Galiléo, synthétisa les découvertes de Galiléo, les lois de Kepler et ses propres intuitions géniales pour formuler la loi de la gravitation universelle et les lois du mouvement qui gouvernent aussi bien la chute d'une pomme que l'orbite des planètes. La mécanique galiléenne devint la base de la physique newtonienne, qui domina la science pendant 2 siècles et demi, jusqu'à l'avènement de la relativité et de la mécanique quantique. Mais même ces révolutions du XXe siècle ne rejetèrent pas Galiléo.
Elles le transcendèrent, l'inclurent comme un cas particulier d'une réalité plus vaste. Einstein lui-même vénérait Galiléo comme l'un des pères de la physique moderne. Quant à l'Église catholique, elle mit des siècles à reconnaître son erreur. En 1822, l'Église permit enfin la publication de livres enseignant le mouvement de la Terre. En 1835, les œuvres de Galiléo et de Copernic furent retirées de l'index. Mais ce n'est qu'en 1992, 350 ans après la mort de Galiléo, que le pape Jean-Paul II reconnut officiellement que l'Église avait eu tort de condamner Galiléo, admettant que les théologiens de l'époque n'avaient pas su distinguer entre la foi et la cosmologie scientifique. Cette reconnaissance tardive ne changea rien pour Galiléo lui-même, mort depuis longtemps, mais elle symbolisait quelque chose d'important. Elle représentait la reconnaissance que la vérité scientifique et la vérité religieuse appartiennent à des domaines différents, que la science étudie comment les cieux vont et la religion comment on va aux cieux, pour reprendre la formule célèbre que Galiléo lui-même avait citée. Pourtant, le mythe de Galiléo est plus complexe et plus riche que l'image simple du martyr de la science persécutée par l'obscurantisme religieux. La réalité historique est plus nuancée. Galiléo n'était pas un athée combattant la religion. Il était un catholique sincère qui croyait que Dieu avait écrit 2 livres, la Bible et le livre de la nature, et qu'il ne pouvait se contredire. Il ne demandait pas à l'Église d'abandonner la foi, mais simplement de réviser son interprétation d'un petit nombre de passages bibliques à la lumière des nouvelles découvertes. De l'autre côté, l'Église de son époque n'était pas simplement une institution obscurantiste refusant aveuglément toute nouveauté. De nombreux prêtres et cardinaux étaient des hommes cultivés. Certains étaient eux-mêmes des astronomes compétents. Le cardinal Bellarmino, son principal opposant, était un intellectuel brillant. Le problème n'était pas un rejet de la science en soi, mais une question d'autorité et de timing. Dans le contexte de la contre-réforme, l'Église ne pouvait se permettre de paraître céder aux pressions extérieures sur l'interprétation des Écritures. Galiléo lui-même n'était pas un héros sans tache. Il était arrogant, souvent méprisant envers ses adversaires, politiquement maladroit. Il avait un talent pour se faire des ennemis, même parmi ceux qui auraient pu être ses alliés. Son insistance à ridiculiser publiquement les aristotéliciens, son refus de reconnaître la validité de certaines objections méthodologiques, sa conviction que ses observations télescopiques constituaient une preuve absolue du système copernicien, alors qu'elles n'étaient en réalité que fortement suggestives, tout cela contribua à son destin. Et pourtant, malgré toutes ces nuances, le cœur du mythe reste vrai. Un homme a osé regarder le ciel avec des yeux nouveaux. Il a vu ce que personne n'avait vu. Il a compris ce que peu pouvaient comprendre. Et quand on lui a ordonné de nier ce qu'il savait être vrai, il a résisté aussi longtemps qu'il a pu. Puis, il a cédé sous la pression, mais son œuvre a survécu. La vérité qu'il avait révélée ne pouvait être éteinte. Pourquoi racontons-nous encore l'histoire de Galiléo aujourd'hui, près de 400 ans après sa mort? Parce qu'elle touche quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Le conflit entre ce que nous savons et ce que nous sommes autorisés à dire. Entre l'évidence de nos sens et les doctrines établies. Entre l'individu et l'institution. Chaque génération redécouvre Galiléo parce que chaque génération fait face à ses propres versions de ce conflit. Pour les Lumières du XVIIIe siècle, Galiléo était le symbole de la raison triomphant de la superstition. Pour les révolutionnaires du XIXe siècle, il était le héros de la liberté de penser contre l'oppression. Pour les scientifiques du XXe siècle, il était le père de la méthode expérimentale. Pour notre époque, peut-être est-il le rappel que la vérité factuelle existe indépendamment de nos préférences, de nos idéologies, de nos autorités. Galiléo nous enseigne que la nature ne négocie pas. Elle n'est pas démocratique.
Elle ne se soucie pas de nos opinions, de nos traditions, de nos textes sacrés. Elle est ce qu'elle est. La seule façon de la comprendre est d'observer, de mesurer, de calculer, de tester encore et encore, avec humilité et rigueur. Cette leçon reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans cette nuit d'automne 1609, quand un homme pointa pour la première fois une lunette vers la lune. Mais Galiléo nous enseigne aussi quelque chose sur le coût de la vérité. La quête de la connaissance n'est pas un chemin facile. Elle exige du courage, de la persévérance et parfois un sacrifice énorme. Galiléo a payé ce prix. Il a perdu sa liberté, sa réputation auprès de certains, le soutien de l'institution qu'il chérissait. Il a vécu ces dernières années en prisonnier aveugle. Et pourtant, à travers son sacrifice, il a ouvert la voie. Ceux qui sont venus après lui ont pu marcher plus librement parce qu'il avait déjà tracé le chemin. L'histoire de Galiléo nous rappelle également que la science n'est pas une collection de faits figés, mais un processus. Une conversation continue entre théorie et observation, entre imagination et vérification. Galiléo n'avait pas toutes les réponses. Il se trompait sur les marées. Il n'avait pas de théorie satisfaisante de l'inertie. Il ne comprenait pas la gravitation. Mais il a posé les bonnes questions et il a développé les méthodes pour y répondre. C'est peut-être son plus grand legs. Pas ses découvertes spécifiques, mais sa manière de découvrir. Enfin, l'histoire de Galiléo nous interroge sur nos propres certitudes. Que croyons-nous aujourd'hui qui sera réfuté demain ? Quelles évidences refusons-nous de voir parce qu'elles ne correspondent pas à nos présupposés ? Quel Galiléo de notre époque essayons-nous de faire taire parce que leur message nous dérange ? Ce sont des questions inconfortables, mais nécessaires. La lunette de Galiléo était un simple tube de métal avec 2 lentilles. Mais à travers ce tube, l'humanité a vu pour la première fois sa véritable place dans le cosmos. Nous n'étions pas au centre. Nous étions habitants d'une planète parmi d'autres, orbitant autour d'une étoile parmi des milliards, dans un univers dont l'immensité dépassait tout ce que nous avions imaginé. Cette révélation pouvait être humiliante ou libératrice selon la perspective. Galiléo la considérait comme libératrice. Elle nous libérait de l'illusion. Elle nous ouvrait un univers immense à explorer, à comprendre, à contempler avec émerveillement. 4 siècles plus tard, nous avons envoyé des télescopes dans l'espace qui voient des milliards d'années-lumière plus loin que la lunette de Galiléo. Nous avons découvert des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Nous avons détecté des planètes orbitant autour d'autres étoiles, des milliers de mondes lointains. Nous avons plongé dans l'infiniment petit, découvert les atomes, les particules subatomiques, les quarks et les neutrinos. Nous avons déchiffré le code génétique de la vie. Nous avons transformé la matière et l'énergie. Nous avons marché sur la Lune que Galiléo avait observée avec tant d'émerveillement. Mais toutes ces découvertes extraordinaires ont commencé avec un homme qui a osé regarder différemment. Un homme qui n'a pas accepté les réponses toutes faites. Un homme qui a fait confiance à ses observations plutôt qu'aux autorités. Un homme qui a payé le prix de sa curiosité, mais n'a jamais regretté d'avoir cherché. Pensez à Galiléo dans sa maison d'Arcetri, aveugle et prisonnier, mais toujours pensant, toujours questionnant, toujours cherchant à comprendre. Pensez à toutes les générations de chercheurs qui ont suivi ses traces, chacun ajoutant une petite pièce au grand puzzle de la compréhension humaine. Pensez au fait que l'univers que nous habitons est infiniment plus vaste, plus étrange, plus beau que tout ce que Galiléo aurait pu imaginer. Et que nous ne faisons que commencer à le comprendre. L'histoire de Galiléo n'est pas terminée. Elle continue dans chaque laboratoire, dans chaque observatoire, dans chaque esprit curieux qui refuse d'accepter parce que c'est comme ça comme réponse. Elle continue chaque fois que quelqu'un lève les yeux vers le ciel nocturne et se demande ce qui se cache au-delà. Elle continue en vous qui écoutez cette histoire maintenant et qui peut-être demain regarderez le monde un peu différemment.
Le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Ce fait, si banal pour nous aujourd'hui, fut révolutionnaire il y a 400 ans. Il a coûté à un homme sa liberté. Il a ébranlé les fondations d'un empire. Il a changé à jamais notre conception de notre place dans l'univers. Combien d'autres révélations nous attendent? Combien d'autres vérités nous sembleront évidentes dans 400 ans, qui nous paraissent impossibles aujourd'hui? L'histoire de Galiléo nous enseigne à rester ouverts, à rester curieux, à rester humbles face à l'immensité de ce que nous ne savons pas encore. Elle nous enseigne que la vérité vaut la peine d'être poursuivie, même quand le chemin est difficile. Elle nous enseigne que la science n'est pas l'ennemi de la foi, mais une autre façon de contempler la création. Elle nous enseigne que le courage intellectuel est aussi important que le courage physique. Mais peut-être, au-delà de toutes ces leçons, l'histoire de Galiléo nous rappelle-t-elle simplement ceci: que nous sommes des créatures capables d'émerveillement, que nous pouvons lever les yeux vers le ciel et nous demander pourquoi, que nous pouvons construire des instruments pour étendre notre vision au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, que nous pouvons utiliser notre raison pour comprendre les lois qui gouvernent le cosmos, et que cette capacité, cette curiosité insatiable, cette soif de comprendre est l'une des choses qui nous rendent profondément humains. Dans les dernières années de sa vie, alors qu'il était aveugle et prisonnier, Galiléo dicta une lettre à un ami. Il y écrivait qu'il ne regrettait rien, que s'il devait revivre sa vie, il ferait les mêmes choix, que la vérité qu'il avait découverte valait tout ce qu'il avait perdu. Ces mots résonnent à travers les siècles. Ils nous parlent encore aujourd'hui. Imaginez Galiléo, vieux et aveugle, assis dans sa villa d'Arcetri. Les étoiles qu'il ne peut plus voir brillent au-dessus de lui. Mais dans son esprit, elles brillent encore plus vivement. Il voit les satellites de Jupiter danser autour de leur planète géante. Il voit les phases de Vénus prouver que le système ptoléméen est faux. Il voit la Lune avec ses montagnes et ses vallées, si semblables à la Terre. Il voit la Voie lactée se résoudre en myriades d'étoiles individuelles. Il voit l'univers tel qu'il est vraiment, pas tel qu'on lui avait dit qu'il devait être. Et dans cette vision intérieure, plus claire que tout ce que ses yeux physiques auraient pu voir, il trouve la paix. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a dit ce qu'il devait dire. Il a regardé où il devait regarder. Le reste n'a plus d'importance. L'Église peut le condamner, les aristotéliciens peuvent le ridiculiser, les autorités peuvent l'emprisonner, mais elles ne peuvent pas changer ce qu'il a vu. Elles ne peuvent pas effacer ce qu'il a découvert. Elles ne peuvent pas éteindre la vérité. Et cette vérité, comme une graine plantée dans un sol fertile, germera. Elle poussera. Elle se répandra. D'autres la verront. D'autres la défendront. D'autres construiront sur les fondations qu'il a posées. Newton viendra. Einstein viendra. Des générations de scientifiques viendront. Chacun voyant un peu plus loin, comprenant un peu plus profondément, ajoutant sa pierre à l'édifice de la connaissance humaine. Galiléo le savait. Dans ces moments les plus sombres, quand tout semblait perdu, il le savait. La vérité ne peut pas être supprimée indéfiniment. Elle peut être cachée, niée, attaquée, mais elle demeure, et tôt ou tard, elle triomphera. Pas parce qu'elle est puissante, mais simplement parce qu'elle est vraie. Et la vérité a une qualité remarquable. Elle correspond à la réalité. Et la réalité, contrairement aux opinions humaines, ne change pas selon nos désirs. C'est peut-être la leçon la plus profonde de l'histoire de Galiléo, que la réalité existe, qu'elle est connaissable, qu'elle peut être étudiée, mesurée, comprise, et que cette compréhension, bien qu'elle puisse parfois nous déranger, bien qu'elle puisse parfois contredire nos croyances confortables, est ultimement libératrice, parce qu'elle nous permet de vivre dans le monde tel qu'il est, pas tel que nous voudrions qu'il soit. Galiléo a vécu dans un monde qui croyait que la Terre était au centre de l'univers.
Il est mort dans un monde qui croyait encore officiellement la même chose. Mais il savait que ce monde de croyances était en train de s'effondrer. Il avait vu les fissures. Il avait montré à d'autres où regarder pour les voir aussi. Il avait planté les graines du doute, de la curiosité, de l'investigation. Et ces graines, il le savait, porteraient leurs fruits. Aujourd'hui, nous vivons dans le monde que Galiléo a contribué à créer. Un monde où nous acceptons que la Terre tourne autour du Soleil. Un monde où nous utilisons des télescopes pour explorer l'univers. Un monde où la science est une entreprise respectée. Où les universités enseignent la méthode expérimentale. Où les chercheurs sont libres de publier leurs découvertes sans craindre l'inquisition. Ce monde n'est pas parfait. La liberté intellectuelle n'est jamais absolue. Les autorités, qu'elles soient religieuses, politiques ou académiques, tentent toujours de contrôler ce qui peut être dit et pensé. Mais le principe que Galiléo a défendu, que la vérité doit être recherchée par l'observation et le raisonnement plutôt que par l'appel à l'autorité, ce principe a survécu. Il s'est renforcé. Il est devenu la base de la civilisation scientifique moderne. Et pour cela, nous devons remercier Galiléo et tous ceux qui, comme lui, ont eu le courage de regarder, de penser et de parler, même quand c'était dangereux. Alors, tandis que vous vous endormez ce soir, portez avec vous cette image. Un vieil homme aveugle, assis dans une villa sur une colline toscane. Au-dessus de lui, un ciel qu'il ne peut plus voir, mais qu'il connaît mieux que quiconque. Autour de lui, des élèves fidèles qui écriront ce qu'il dicte, qui continueront son travail après sa mort. En lui, une certitude calme. Il a vu la vérité, il l'a partagée, et rien, ni prison, ni cécité, ni condamnation, ne peut changer cela. Les étoiles brillent au-dessus d'Arcetri, comme elles ont brillé pendant des milliards d'années avant que l'humanité n'existe, comme elles brilleront pendant des milliards d'années après que nous aurons disparu. Mais maintenant, grâce à Galiléo et à ceux qui ont suivi, nous les comprenons un peu mieux. Nous savons qu'elles ne sont pas accrochées à une voûte céleste. Nous savons qu'elles sont des soleils lointains. Nous savons que l'univers est vaste au-delà de toute imagination. Et nous savons que nous, petites créatures sur une petite planète orbitant autour d'une étoile ordinaire, nous avons néanmoins le pouvoir de comprendre cet univers, de déchiffrer ses lois, de contempler sa beauté. C'est le cadeau que Galiléo nous a fait. Pas seulement ses découvertes spécifiques, bien qu'elles soient importantes, mais la démonstration que nous pouvons comprendre, que l'univers n'est pas un mystère impénétrable réservé aux dieux, que nous, avec nos instruments imparfaits et notre raison faillible, pouvons néanmoins découvrir des vérités profondes sur la nature de la réalité. C'est un cadeau extraordinaire. Un cadeau qui continue de se déployer 4 siècles plus tard, dans chaque nouvelle découverte, dans chaque nouvelle compréhension. Alors, respirez profondément. Laissez votre corps se détendre. Laissez votre esprit dériver doucement vers le sommeil. Et tandis que vous vous endormez, sachez que vous vivez dans un univers plus vaste et plus merveilleux que tout ce que Galiléo aurait pu imaginer. Un univers qu'il a contribué à nous révéler. Un univers qui attend encore d'être exploré, compris, admiré. Les satellites de Jupiter tournent toujours autour de leur planète géante. La Lune montre toujours ses montagnes et ses cratères à ceux qui ont des yeux pour voir. Vénus continue de montrer ses phases, prouvant que le vieux système ptoléméen était faux. La Terre tourne toujours, silencieusement, majestueusement, portant avec elle 7 milliards d'êtres humains qui, pour la plupart, ne sentent même pas ce mouvement. Et quelque part, dans un musée à Florence, le doigt de Galiléo pointe toujours vers le haut, vers les étoiles, vers l'infini, vers tout ce que nous ne savons pas encore, mais que nous pouvons, si nous osons regarder, découvrir. Bonne nuit. Que vos rêves soient remplis d'étoiles. Et que vous vous réveilliez demain avec un peu de la curiosité, du courage et de l'émerveillement qui animait Galileo Galilei, l'homme qui a fait bouger la Terre.
Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.